Il était une fois les églises ouvertes. Depuis quelques années, une association propose d'ouvrir des églises afin de permettre au public de découvrir un patrimoine religieux souvent mal connu. Pour atteindre cet objectif, le réseau Églises ouvertes développe des activités d'animation culturelles ou religieuses. Ces activités sont bien sûr ouvertes aux chrétiens, mais aussi à toute personne qui s'intéresse à notre patrimoine ou qui est sensible à la dimension de recueillement présente dans les édifices religieux. Avec notre invité, nous vous proposons de découvrir un mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur en Belgique, mais également ailleurs en Europe. Géry de Pierrepont, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette émission aujourd'hui. Alors, vous êtes historien de l'art, mais également donc responsable de projet au sein du réseau Églises ouvertes. Alors, depuis quand le réseau existe-t-il en Belgique et comment a-t-il démarré ? Le réseau Églises ouvertes a démarré il y a 11 ans, en 2007, grâce à une idée de Marc Heinen, qui était un homme d'affaires et qui a décidé à un moment donné, il a été très interpellé par le fait que nos églises étaient fermées. Et après avoir visité d'autres églises dans le nord et l'est de l'Europe, il s'est dit il y a quelque chose à faire, ouvrons nos églises. Voilà, c'était vraiment le point de départ et tout s'est mis en place depuis lors. Et à partir de là, donc, quels sont les objectifs vraiment de votre réseau? Pourquoi ouvrir les églises en quelque sorte? Ben, en quelques mots, je dirais simplement que nous cherchons à ouvrir, à réouvrir le plus grand nombre d'édifices religieux autour de nous et à les rendre les plus accueillants possibles pour le public, pour les publics. Église ouverte, c'est 400 édifices religieux pour le moment. Ce nombre augmente régulièrement. La grosse partie en Belgique, mais également depuis quelques années dans le nord et l'est de la France, mais également au Grand-Duché de Luxembourg. Donc ce sont dans ces trois pays-là que votre réseau est actif? Oui, pour le moment. Maintenant, on a des contacts, ça descend un peu en France et puis également avec les Pays-Bas. Je dois rajouter aussi que le réseau, c'est également des milliers de bénévoles, puisque en fait, une église vit grâce à des tas de personnes qui s'engagent pour la garder, la rendre accueillante, la faire vivre. Et donc, on a beaucoup de personnes d'un bout à l'autre de ce réseau qui se mobilisent. Et alors des milliers et des milliers de passionnés de patrimoine, on se rend compte qu'il y en a de patrimoine religieux, on se rend compte qu'il y en a de plus en plus et que nous essayons de fidéliser par une série d'activités. Mais voilà, on va en parler plus longuement, j'imagine. Donc le patrimoine religieux n'est pas suffisamment mis en valeur dans nos régions ici par rapport à d'autres architectures ou autres événements culturels? C'est pas qu'il ne soit pas mis en valeur, c'est que finalement, voilà, on est tellement habitué à avoir des églises partout, mais on n'a pas nécessairement les clés, les codes qui nous permettent de découvrir, de rentrer dans ce patrimoine qui a des tas de choses à nous raconter, mais pas uniquement intellectuel, je veux dire. C'est un patrimoine qui invite au recueillement, qui invite à se glisser dans une dimension différente. Et voilà, l'accueil dans les églises, c'est quelque chose qui est une démarche assez riche qui permet à la fois de donner de l'information, mais on essaie toujours d'être assez court, mais c'est aussi un climat. On travaille l'éclairage, on travaille le son, une petite musique d'ambiance, et puis c'est aussi des personnes qui se font un peu les interprètes de ce patrimoine qui a beaucoup de choses à offrir, qu'on peut découvrir, redécouvrir, toujours un peu plus en profondeur. Donc ça veut dire que quand une église est ouverte, il y a un accueil permanent ou à certains moments, ça veut dire qu'on peut visiter l'église, avoir une sorte de guide pour nous expliquer ou interpréter ce qu'on y voit? Mais le contrat avec les églises qui adhèrent au réseau est assez léger, on dit au départ. Voilà, on est déjà heureux si cette église est ouverte 8 semaines d'affilée par an, essentiellement les mois d'été, là où les gens sont le plus en déplacement. Il n'est pas du tout requis qu'il y ait une présence humaine dans l'église au moment même. C'est toujours bien quand c'est possible, quand ça se met, quand il y a des gens sur place qui sont prêts à offrir ce service, à entrer en contact, à dialoguer avec les visiteurs. Mais les 3/4 des églises du réseau sont ouvertes, voilà, simplement en étant en confiance. Et les gens peuvent visiter, se sentir accueillis parce qu'il y a des tas de petites choses dans l'environnement qui leur signalent qu'ils sont les bienvenus. Mais on n'a pas toujours la chance d'avoir quelqu'un sur place, davantage les mois d'été quand même. Hein. Alors,
Est-ce que vous avez une idée du type de public qui rend visite aux églises? Ce sont des chrétiens, d'autres personnes, des touristes aussi peut-être? Écoutez, c'est une question qui tombe à point. On a pris l'habitude depuis 11 ans de mettre un livre d'or dans l'arrière des églises, un pour les enfants, un pour les adultes. Et c'est extraordinaire parce que, en fait, je pense que peu de personnes se rendent compte de qui rentre dans une église. Il y a énormément de gens. Il suffit que la porte soit un peu entrouverte, qu'on fasse des travaux, qu'il y ait une répétition à l'orgue, et vous voyez arriver des gens. Un public qu'on ne connaît pas, qui n'est pas nécessairement, qui est rarement celui qui vient aux célébrations dominicales. Et donc, on a des surprises incroyables. Et quand certains, disons 1 sur 10, laissent un petit mot dans ce livre d'or, on a des surprises, des surprises. Il y a à la fois un public très curieux qui vient juste parce que, comme vous et moi, en vacances, dès qu'il y a la possibilité d'aller visiter une église, on voit une porte ouverte, on y va, et qui s'émerveille parce que ce sont des lieux d'émerveillement, qui le disent dans toutes les langues. Vraiment, on a des gens qui viennent du monde entier, dans notre petit patrimoine de chez nous. Mais également, alors, des tas de gens qu'on ne voit pas, des gens qui ont de gros problèmes sur le cœur, des gens qui viennent prier tous les matins, déposer des fleurs à Sainte-Rita. Il y a vraiment quelque chose d'étonnant. Il y a une vraie circulation. Aucune étude sérieuse n'existe à ce jour, en tout cas pas chez nous, pour faire état de cette population qui est active dans les églises. Donc en fait, le but des églises ouvertes est vraiment culturel, mais aussi spirituel. Évidemment, Église ouverte part du principe qu'un édifice de culte sert au culte et à attirer des gens dans une dimension de spiritualité. Donc notre approche se rapproche du tourisme et du patrimoine, parce qu'on invite les gens à venir, un public large, surtout ceux qui ne se sentent pas admis parce qu'ils n'ont pas de carte de membre, et à qui on dit mais les églises ont pour vocation d'être ouvertes. Surtout, venez dans l'église, venez découvrir, venez goûter leur paix, leur recueillement. Peut-être que vous allez ressortir mieux dans vos peaux en ressortant. Mais d'office, nous cherchons à mettre en valeur ces édifices dans leur dimension religieuse aussi. Mais ce n'est pas notre rôle de faire de la pastorale. Alors, une question peut-être naïve, Géry de Pierrepont, mais qu'est-ce qu'on trouve dans une église? Évidemment, ça varie, mais au niveau artistique, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui est intéressant à voir dans une église? Écoutez, je ne vais pas répondre en historien de l'art. Ce qu'on propose chez l'Église ouverte, c'est vraiment de dire aux gens, voilà, vous entrez sans aucune préparation préalable, sans aucun a priori, et le meilleur conseil, c'est d'aller vous asseoir quelque part, un endroit qui vous inspire. Et puis simplement, pendant 5-10 minutes, un quart d'heure, vous laissez imprégner du lieu. C'est extraordinaire quand un édifice de culte a une présence de prière, de ferveur pendant des siècles et des siècles. On sent, on palpe cette présence de prière, d'humanité. Il y a vraiment, c'est un lieu qui a une grande verticalité pour ça. On est tout de suite emporté dans autre chose. Il y a une grande paix. Et après ces 10 minutes d'apprivoisement, on va dire, à ce moment-là, le regard se tourne à gauche, à droite, et on se sent naturellement inspiré à découvrir un objet, un autre. Alors voilà, ça va dépendre très très fort d'une personne à l'autre. Parfois, on se dirige plutôt vers l'autel, parfois le chœur, le fond baptismaux, puis c'est une chaire à prêcher qui va attirer le regard. C'est très variable. Alors, à côté des églises ouvertes, d'autres sont aujourd'hui parfois réaffectés à d'autres activités, d'ailleurs sur fond d'une certaine réorganisation du tissu paroissial. Je vous propose maintenant de regarder une première séquence qui nous montre un exemple un peu atypique de réaffectation d'église. Il s'agit de la brasserie du Clocher à Malonne. C'est un reportage de Corinne Owen et Jean-Louis Gios. Aujourd'hui, c'est jour d'embouteillage en l'ancienne chapelle du Pirois sur les hauteurs de Malonne. Une chapelle qui fut l'église du quartier jusqu'en 2009, puis fermée et laissée à l'abandon. Au fil du temps et faute de moyens financiers de la commune pour stabiliser le bâtiment, le clocher menaçait sérieusement de s'écrouler. Désacralisé, l'édifice serait d'ailleurs sans doute devenu une ruine si Jean et Alex n'étaient pas passés par là. Les deux amis cherchaient un endroit emblématique pour abriter leur microbrasserie. Ils rachetèrent donc le bâtiment.
Ce matin, dans la brasserie du Clocher à l'embouteillage, ce sont les jeunes du centre IMP tout proche qui viennent donner un coup de main et apprendre ainsi les rudiments du métier. Mais qu'ont pensé les villageois et les anciens paroissiens de ce changement d'affectation du bâtiment ? Donc ça, c'était une des grosses questions quand on a lancé notre projet. On voulait faire une brasserie dans notre village de cœur, Malone. On avait été prospecté plein de bâtiments et puis on a eu vent que ce bâtiment ici était déjà abandonné depuis 6 ans. Et on s'est dit, ah tiens, on peut faire d'une pierre deux coups, avoir un bâtiment très atypique pour héberger notre brasserie, mais surtout conserver et sauver un patrimoine. Il est en très mauvais état et je pense que les gens se sont rendus compte que notre projet en fait essaie d'amener une contribution positive à son échelle dans le village et a permis de sauver ce bâtiment. Encore aujourd'hui, on a plein de gens qui viennent visiter la brasserie et qui disent « Ah, ma fille s'est mariée ici ». Moi, personnellement, mon petit dernier a fait son baptême ici. Et donc, je pense que les gens nous sont reconnaissants de ça. Une des preuves, c'est que dans les 60 et quelques bénévoles qui sont venus nous aider pour déblayer, démolir, reconstruire, il y a une grande partie de gens qui faisaient partie de l'ancienne communauté pratiquante. Qu'est devenu le mobilier ? Donc ça, à Namur, il y a d'autres histoires avant nous de réaffectation d'églises qui se sont plus ou moins bien passées. Donc nous, on a voulu en fait mettre les choses au clair dès le départ. Ça ne nous intéressait pas du tout de mélanger les genres. Et donc c'est vrai que le bâtiment est atypique, il est assez sympathique, mais il n'y a aucun élément religieux dans le bâtiment. On était tous d'accord avec l'évêché, avec la paroisse. Et donc il faut savoir dans ce cadre-là qu'il y a un service de conservation du patrimoine de l'évêché au niveau provincial qui vient dans le bâtiment, qui indique ce qui doit être conservé. Et c'est en fait à la paroisse d'enlever tout et de conserver ce qui doit être conservé. Donc nous, on leur a donné juste un coup de main logistique. Une bière presque sainte alors ici. Je ne sais pas si c'est une bière sainte, mais on a l'habitude de dire ici qu'on brasse de la sacrée bonne bière. Voilà, Géry de Pierrepont, que vous inspire cet exemple apparemment réussi de réaffectation d'église ? Bien, écoutez, c'est vrai que la première chose qui me vient en tête, c'est qu'il y a une prise de conscience très importante aujourd'hui qui est nécessaire dans beaucoup de pays. La Belgique ne fait pas exception. Nous sommes riches d'un patrimoine religieux très important. On parle de 2000 églises en Wallonie, plus d'une centaine à Bruxelles et 1700, 1800 en Flandre. On ne peut pas garder ces édifices en vie s'ils n'ont pas une utilité, s'ils n'ont pas un sens précis. C'est une règle de base, en fait, dans la restauration. J'ai beaucoup travaillé dans la restauration architecturale. Un édifice qui n'est pas utilisé, même si on investit beaucoup pour le restaurer, est voué à s'éteindre. Nos édifices religieux ne sont pas éternels. Et donc, c'est vrai qu'au XIXe siècle, on a eu une espèce de vague de construction de nouvelles églises. Là, il y avait énormément de pratiquants. On a eu beaucoup d'édifices de culte. Chaque village, chaque quartier souhaitait avoir son clocher. Et c'était très respectable et très beau. Aujourd'hui, même si c'est une question très délicate parce qu'elle est liée à l'émotionnel, c'est symbolique, c'est identitaire parfois, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec une église, mais malgré tout, il faut avoir le courage de se poser certaines questions. Voilà, ce n'est pas du tout de la responsabilité d'Église ouverte parce que nous ne sommes pas partie prenante dans ce débat, je précise bien au départ, c'est vraiment la responsabilité des propriétaires qui sont pour la plupart des communes aujourd'hui, depuis Napoléon, mais également bien sûr les affectataires, l'Église qui est usufruitière ou les différents cultes qui peuvent être chez eux dans une église. Oui. C'est à eux de décider. Vous êtes consulté néanmoins parfois par rapport à des questions en lien avec les réaffectations ? Consulté, non. Je dirais plutôt qu'on joue un rôle important malgré tout. C'est que, comme je disais il y a une minute, une église qui est fermée, c'est une église qui entre en léthargie et qui, à un moment donné, finira par être euthanasiée, comme tous les bâtiments inutilisés. Et donc, la première chose à faire quand on prend conscience qu'une église est en danger, tout simplement parce qu'il y a plus grand monde qui l'utilise. On connaît des églises utilisées une fois par an pour une célébration d'1 heure, donc c'est un peu fou quand même. Alors le pouvoir public légitimement peut interpeller l'église en disant mais qu'est-ce qu'on fait avec ce bâtiment ? À ce moment-là, si ce bâtiment a une signification pour la collectivité locale, au-delà bien sûr du petit cercle des fidèles qui pratiquent encore à cet endroit, c'est de se dire
faisons quelque chose. Et la toute première étape, c'est ouvrir la porte, permettre aux gens de la redécouvrir, de se la réapproprier. C'est un mot que j'aime beaucoup. C'est le point de départ. Voilà. Et donc c'est en ça que, dans certains cas, ça marche. On voit qu'il y a une mobilisation générale autour d'un bâtiment et que petit à petit, grâce à une dynamique participative dans le quartier, dans le village, on parvient à se dire mais il faut faire quelque chose avec cette église. Il y a 36 scénarios possibles, on ne va pas les détailler maintenant. Quand ça marche, on a rempli notre mission aussi. Et c'est souvent, tout simplement, en réouvrant les portes que ce mécanisme s'enclenche. Et j'imagine que quand on ouvre une église au public, c'est aussi motivant quelque part pour la communauté paroissiale et pour ses activités. Oui, les 3/4 du temps, la communauté paroissiale est tout à fait intéressée. Au départ, elle a un peu peur, parce qu'on se dit toujours on va venir voler les statues, on va vandaliser l'église. C'est vrai, ça a existé depuis des siècles, ça arrive de temps en temps. On ne peut pas dire qu'il y ait plus d'une église sur 100 en Belgique qui soit vandalisée par an, mais il y a toujours une peur. Mais maintenant, ce dont on doit vraiment avoir peur, c'est que cette église, si elle est fermée, dans 10 ans, elle n'existera plus. Ou dans 20 ans, c'est un peu... Et donc, il faut voir, faut retrouver la bonne proportion des problèmes. Alors justement, je vous propose maintenant de regarder un deuxième reportage. Il s'agit d'une église qui a été fermée, effectivement, depuis quelques années. Et puis, une difficulté est apparue, c'est la dégradation du patrimoine architectural, un toit qui s'effondre. Donc une situation vécue souvent douloureusement par la population locale, même donc lorsque l'église n'est plus en service. Voilà, je vous propose cette séquence qui était également réalisée par Corinne Owen et Jean-Louis Gios. Ce matin, à Failly-Famenne, dans la province de Luxembourg, l'abbé Malissou, en se rendant dans la petite église Saint-Marcou, a eu une surprise très désagréable. Oui, je me suis retrouvé en entrant dans l'église face à la moitié du plafond par terre qui s'est écroulé suite à sans doute des infiltrations par rapport à un toit qui est pourri, vétuste. Vous y attendiez ? Pas du tout. Je savais qu'il y avait un tout petit trou à l'entrée à gauche dans cette église au niveau du plafond, mais de là à avoir de tels dégâts, le bâtiment est malheureusement fermé et abandonné depuis plus de 4 ans. Et voilà, suite à différents hivers et l'humidité, ce bâtiment est en train de s'écrouler. Je suis totalement bouleversée. C'était vraiment une envie de pleurer, de voir la dégradation de notre petite chapelle qu'on aimait si bien. Et on y venait tous les dimanches à la messe avant la fermeture. On aurait bien aimé garder notre église. Ça, c'était le souhait de tous les villageois, mais on se rend bien compte que ce n'est plus possible. Est-ce que l'entretien du patrimoine religieux pose problème ? Et oui, donc on se retrouve aujourd'hui face à un problème qui va devenir récurrent, c'est le financement de l'entretien des bâtiments communaux, parce qu'ici cette église appartient à la commune, c'est donc un patrimoine bâti et elle a l'obligation d'entretenir ce bâtiment et donc de trouver le financement. Mais apparemment pour différents problèmes avec la région wallonne, l'argent n'arrive pas et donc on laisse ces bâtiments à l'abandon. Et donc quand un toit est défectueux, rapidement le reste se désagrège. Quelle serait la solution ? Tout d'abord, essayer de trouver un système qui me permette une meilleure entente entre les pouvoirs publics et les fabriques d'églises par rapport au financement du culte et donc des bâtiments. Ici, on se retrouve avec une fabrique d'église qui a un don, qui a reçu un don, qui est bloqué sur un compte et qui ne permet pas, via la législation, de l'investir dans l'entretien de ce bâtiment. Et de l'autre côté, une commune qui n'a pas l'argent pour entretenir ce bâtiment. Et puis à côté de cela, je pense qu'il faudrait aussi revoir la justification d'un bâtiment tel que celui-ci dans ce village. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'affecter une partie du bâtiment à autre chose que le culte, tout en conservant une partie pour les sacrements? Donc vous êtes optimiste ou pessimiste par rapport à l'avenir de cette église? Quand je suis arrivé il y a 5 ans, j'étais très optimiste. Maintenant, je suis devenu réaliste. Alors, on dit souvent que les pessimistes sont des optimistes qui sont devenus réalistes. Je ne tiens pas à désespérer, je garde espoir. Mais évidemment, tout dépendra aussi de mes paroissiens et du bon vouloir des hiérarchies publiques et ecclésiastiques.
Alors voilà, je vous le disais, donc une situation douloureuse vécue dans ce village. Est-ce que c'est fréquent de telles situations? Oui, malheureusement. Et il y a tous les jours, enfin toutes les églises, c'est comme des navires. Hein. Il y a toujours quelque chose à faire et parfois, quand on laisse la situation se détériorer, bien, on a des drames comme a failli Famenne. Non, c'est très important. C'est d'ailleurs un des points clés, finalement, de la préoccupation de toutes les personnes qui portent ces églises. Hein, on a entendu la présidente de la fabrique d'églises qui était désespérée. On a la chance en Belgique d'avoir, depuis le début du 19e siècle, l'intervention des pouvoirs publics pour maintenir en vie les églises. C'est assez original. Hein, il y a peu de pays en Europe où on a cette chance. Donc, globalement, le patrimoine religieux en Belgique est de bonne qualité. Il a bien été surveillé. Mais évidemment, à partir du moment où on abandonne une église, elle n'est plus utilisée, plus chauffée, les dégradations s'infiltrent, plus personne ne peut les repérer non plus à temps. Et alors on arrive à la question clé. On voit bien que les pouvoirs publics n'ont pas des sommes, un portefeuille extensible. Hein. Vous imaginez le nombre d'églises, les coûts de ces chantiers. Rien qu'il y a quelques chantiers exemplaires en Belgique. La Wallonie dépense des dizaines de millions d'euros pour restaurer les églises. Mais certaines églises réclament pour un clocher 10 millions d'euros. Alors, il ne reste pas grand-chose pour les autres. On est obligé de faire des choix. Et là, c'est un peu ce que je voulais attirer l'attention des gens. Un homme politique qui représente donc une collectivité doit faire des choix judicieux. Et évidemment, il va avoir tendance à aider des projets qui sont signifiants pour la communauté. Et donc, une église qui est fermée depuis 2 ans, elle a peu de chances, même si elle crie très fort, de réunir les centaines de milliers d'euros qu'il faut pour refaire toute la toiture. À l'inverse, une église qui fait parler d'elle, une église qui est occupée parce qu'il y a beaucoup de fidèles, parce qu'il y a beaucoup de visiteurs, parce qu'elle a un projet, parce qu'elle a une valeur architecturale ou patrimoniale importante, a bien sûr plus de chances d'attirer des financements publics. Alors que justement, est-ce qu'une solution possible, comme le suggère le prêtre dans ce reportage, ce n'est pas d'affecter l'Église en partie au culte et en partie à d'autres activités culturelles, par exemple? Est-ce que ça existe? Oui, ça existe, notamment en Flandre, où le mouvement a été lancé il y a plusieurs années déjà. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut vraiment envisager sereinement, à condition qu'il y ait un vrai dialogue avec toute la population locale. De nouveau, j'insiste beaucoup là-dessus. Une église, c'est l'église d'un village, c'est l'église d'un quartier. C'est souvent les ancêtres qui se sont cotisés, qui ont contribué même eux-mêmes à les construire, à les édifier. C'est un patrimoine qui appartient vraiment à une collectivité. Mais une fois qu'on a mis les choses à plat, les populations sont lucides aussi. On voit bien qu'on ne peut pas rester indéfiniment dans une situation comme celle-ci. Et donc, il y a moyen d'être créatif, d'accepter des solutions originales. Et là, il y a beaucoup de choses qui sont explorées. On parle ici donc le curé de la paroisse de Famenne parlait d'une utilisation partagée. C'est quelque chose qui voit de plus en plus le jour. Parce que l'idée, c'est que ça reste un bâtiment de l'église, qu'on ne touche pas aux proportions, on ne touche pas à sa vocation, mais qu'on consacre une partie, soit de son volume ou une partie de son temps d'occupation à autre chose. Et là, il y a vraiment des pistes intéressantes. Prenons l'idée d'un temps partagé. On réserve l'église ou la chapelle à une utilisation religieuse pendant le week-end. Et pendant la semaine, on peut l'utiliser, par exemple, pour des concerts comme salle de répétition pour l'académie, pour la fanfare du village, on peut accueillir des enfants dans des crèches, on peut faire des activités pour des personnes âgées, des personnes isolées qui ont besoin de se retrouver à un endroit. Plutôt que d'aller au café, pourquoi pas organiser quelque chose à l'église. Il y a des tas de projets qui peuvent voir le jour et qui finalement contribuent à redonner une raison d'être à ces bâtiments. Alors on va aussi parler des journées églises ouvertes lancées par votre réseau. C'est un moment important pour vous chaque année. En quoi ça consiste exactement? Oui, ça ressemble un peu à des journées du patrimoine, sauf qu'elles sont vraiment ciblées sur le patrimoine religieux. On va préparer la 12e édition cette année. On a chaque fois un thème. Et voilà, en gros, on a
On avait l'an dernier 600 édifices religieux qui ouvraient leurs portes. Pas mal. Donc il n'y a pas que des membres de notre réseau, mais également d'autres édifices. Ils sont tous invités à participer. Et là, l'objectif, c'est vraiment de présenter les lieux de façon un peu créative, de façon originale, de montrer à tout le monde que les églises sont pleines de trésors en tout genre. Et donc on invite ces paroisses à proposer des animations particulières. Elles ne le font pas toutes, mais quand ça se fait, c'est souvent très riche. Il y avait par exemple à Bossière, province de Namur, près de Gembloux, un atelier avec l'école du village qui allait faire des empreintes, des moulages, des motifs sur les cloches, très haut dans le clocher. Ou bien à Saint-Remac-la-Verviers, c'était des artistes peintres qui allaient reproduire des visages de statues et de patrimoine sacré pour en faire des œuvres à eux, mais plus récentes. Qu'est-ce qu'il y avait encore dans la province de Luxembourg, à Tintigny, à Marcourt, je me trompe, on avait apposé sur les murs toutes des photos, des gros plans de tous les portraits de l'église, toutes les statues, les tableaux, les angelots, mais aussi de toutes les personnes qui la maintenaient en vie dans le village. Les membres de la fabrique, les sacristains, les gens qui venaient faire le catéchisme, enfin tous ces portraits. Et donc on se rend compte que l'Église vit par une communauté. Alors on peut déjà signaler que les journées églises ouvertes pour l'année prochaine, donc ce sera le 1er et le 2 juin 2019. Alors, on parle d'églises ouvertes, on a parlé surtout d'églises catholiques. Est-ce qu'il y a également d'autres églises ouvertes et peut-être aussi des synagogues ou des mosquées ? Église ouverte, au départ, est ouverte à tous les cultes reconnus en Belgique. Donc, il y a toute une série de temples protestants aussi, d'églises protestantes. Et il y a des églises orthodoxes. Du côté des églises, des mosquées et des synagogues, on a eu plusieurs démarches, plusieurs contacts. C'est plus difficile. Les synagogues en particulier, même s'il y a vraiment un intérêt dans la démarche, ce sont des édifices qui sont beaucoup plus surveillés, beaucoup plus sécurisés que les autres. Et l'idée de les laisser ouvertes au public, on n'a pas encore trouvé une solution pratique. Du côté des mosquées, c'était plus difficile aussi pour différentes raisons de l'accueil. Eh bien voilà, merci beaucoup Géry Pierrepont pour nous avoir fait découvrir le réseau Église ouverte. Chers amis, merci à vous également de votre fidélité. Si vous souhaitez revoir cette émission, c'est comme d'habitude sur Ovio ou sur le site catobel.be. À très bientôt pour une prochaine émission. Merci encore.